Comme Charles V dans son enfance, traumatisé par la révolte des fermiers généraux à Paris, de la même façon, le jeune Louis XIV, encore enfant, est traumatisé par la Fronde. Il doit fuir Paris, il doit fuir le palais du Louvre. Et on imagine pour lui aussi une résidence en dehors de Paris, sécurisée du mouvement et de l'insécurité de la capitale, sur un site où déjà le pouvoir royal est installé et Vincennes est tout à fait tracé pour ça. On prend les meilleurs architectes, donc c'est Levaux qui est désigné pour construire d'abord le pavillon du roi, qui est construit de 1654 à 1658, donc c'est un chantier extrêmement rapide. En 4 ans, le bâtiment qui fait 90 mètres de long est réalisé. Et ensuite, dans un deuxième temps, de 1658 à 1660, on construira son symétrique, le pavillon de la Reine. En fait, ils sont terminés en vitesse. Le pavillon de la Reine est construit en seulement 2 années pour le retour du roi qui vient d'épouser Marie-Thérèse d'Autriche. Et leur première étape se passe ici à Vincennes, dans le pavillon du roi et dans le pavillon de la Reine. Le chantier de restauration que nous venons d'engager sur le pavillon du roi porte sur les façades et les toitures et d'une façon générale une reprise structurelle du bâtiment. On a mis en place des étaiements depuis le sol jusqu'aux corniches parce qu'on a des corniches extrêmement saillantes qui étaient vraiment très très abîmées. Donc ces étaiements pour la plupart sont encore en place et donc depuis 2007 on travaillait au lancement et au financement surtout d'un programme très important parce que la taille du bâtiment et la qualité du bâtiment fait que ce sont des chantiers lourds, bien entendu, pour d'abord commencer par le pavillon du roi et ensuite on enchaînera par le pavillon de la Reine. Les travaux sur le chantier, différentes étapes. La première, c'est de nettoyer les façades, enfin de gommer les façades. Donc ici, ça s'est fait à l'air comprimé et matériaux abrasifs pour enlever tout ce qui est traces de pollution, de salissure, ce qui nous permet d'avoir des pierres naturelles. On a un exemple de pierre qui a été nettoyée, qui a été gommée. Donc on a toujours des traces un peu de bistré par rapport à une pierre neuve. Et ça, c'est normal, c'est la vie du bâtiment. Et puis on ne peut pas trop la nettoyer en profondeur, ça l'abîmerait. Deuxième étape, c'est de purger tout ce qui est joints abîmés et puis anciens raccords. Donc à partir de là, quand on a nettoyé, ouvert les joints, ça nous permet, nous, d'avoir un état sanitaire du bâtiment, de voir quelles sont les pierres qu'il faudrait changer et celles que l'on conserve. On peut changer du bouchon. Voilà, des pierres de cette taille-là, simplement pour faire des raccords et réparer des petites surfaces qui sont abîmées ou des arêtes, jusqu'à des éléments comme celui-ci qui sont un élément d'angle. Ça sera un des plus gros qu'on aura à changer sur le chantier, qui doit faire, il fera dans une tonne 400 à peu près au final. Sur le pavillon du roi, le bâtiment est compliqué parce qu'il est en fait construit et appuyé sur la courtine médiévale. Et ensuite, quand Levaux vient en 1654, il va doubler l'épaisseur du bâtiment vers ce qui va être la cour royale. Il va l'épaissir et le rehausser. Il y a une totale dissymétrie entre le versant de toiture sur la cour royale vers l'est et le versant de toiture qui est vers l'ouest, vers Paris, qui descend beaucoup plus bas parce que c'est un bâtiment plus ancien. Donc il y a dans une apparente symétrie, l'architecture classique à la française, magnifique. En fait, le bâtiment est totalement dissymétrique et bien entendu, les charpentes sont totalement dissymétriques. Donc les reports de charge, les poussées au vide de cette énorme charpente qui couvre cette double épaisseur de bâtiment posent quelques difficultés techniques que nous sommes chargés évidemment de régler. Il y a une autre opération effectivement extrêmement importante pour le site que tout le monde attendait avec impatience. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les espaces non bâtis. C'est-à-dire c'est toutes les surfaces qui sont à l'intérieur de la grande enceinte
de Charles V et qui ne sont pas occupés par des bâtiments. Il faut savoir qu'on travaille sur 13 000 m² de surface. Donc c'est toutes les surfaces finalement sur lesquelles on marche, on circule pour se promener ou pour un travail particulier ou un transport de véhicules ou quoi que ce soit. La solution qui a été arrêtée, c'est, on peut dire, un État levau, entre guillemets. C'est au moment où, au début du règne de Louis XIV, on décide de restructurer l'espace. Donc, au sud, il crée la cour royale. Au milieu, entre le donjon et la Sainte-Chapelle qui est derrière moi, il décide de faire une cour centrale. Et ensuite, vers le nord, il crée une allée avec des bâtiments de part et d'autre, qui sont tous les communs, les services, les écuries, les manèges, enfin toute la logistique qui est, comme à Versailles, autour du Palais Royal. Donc c'est cet état de référence qui a servi de base pour l'organisation de tous ces espaces extérieurs, mais la structure qu'on a gardée, le marquage au sol qu'on a décidé, c'est bien cet état de référence pour scander une avant-cour, une cour centrale et une cour royale qui sera ensuite entre Pavillon du Roi et Pavillon de la Reine. Les pavés que l'on sort des carrières de Fontainebleau, comme à l'époque, c'est des pavés de grès blanc de Fontainebleau. Donc les pavés sont refondus pour avoir une surface plus lisse que la partie très bombée qui existe anciennement. Du sablé stabilisé, mais très stabilisé, c'est-à-dire que vraiment on ne s'enfonce pas et c'est tellement dur qu'on peut, même avec un fauteuil roulant pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, passer dessus et on peut circuler sans s'accrocher les pieds. Donc ce sujet-là est majeur, évidemment dans un site comme celui-ci, qui est à la fois un site patrimonial de visite, mais c'est aussi un lieu de travail, puisque le service historique de la Défense est la troisième site d'archives de France par son contenu. Donc c'est un outil de travail extrêmement important pour les spécialistes, pour les chercheurs qui viennent dans les salles de lecture et consulter ces documents. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un site militaire majeur, important. Le grand attrait de cette maison, c'est le fait que ce soit un espace unique en Europe. C'est le seul service historique qui rassemble à la fois des archives, une bibliothèque de grand prestige avec des œuvres extrêmement rares, un service de recherche complet qui a vocation, puisque le ministre l'a voulu ainsi, qui a vocation à devenir un vrai pôle histoire de travail avec les universitaires. On peut même imaginer que dans quelques années, ça sera peut-être le campus de l'histoire militaire en France. Ça pourrait être un rêve, ça pourrait être un objectif pour un de mes successeurs, j'en sais rien. Donc on est dans un lieu d'histoire un peu unique par tous les métiers qu'il rassemble, la symbolique aussi, qui est habituellement dans les autres pays et dans les musées. Donc ici, on est très riche. On est dans l'histoire, dans un lieu prestigieux, et en même temps, on est à la pointe de la modernité, parce qu'on est déjà sur les enjeux de demain. L'archivage électronique, la numérisation, la mise en ligne, la communication des archives en ligne à tous les usagers. Les chantiers sont en cours et on se configure pour cela. Donc on arrive à marier, et je crois que c'est ça qui est unique et qui est inestimable, c'est qu'on vit sur les ruines de Saint-Louis et en même temps on imagine les archives de 2050, quoi. Prodigieux. 1000 ans d'histoire.